Isabelle. Et merci aux organisateurs de ce congrès de m'avoir conviée. Ça a été vraiment extrêmement précieux pour moi de prendre le temps de prendre un petit peu de recul au sujet justement des adolescents et des situations d'urgence qu'on rencontre actuellement. Et donc, en réfléchissant avec Muriel, c'est vrai que la question des adolescents est venue assez rapidement au sujet de y a-t-il des raisons d'espérer ? Et finalement, j'étais un petit peu impressionnée par le sujet parce que, à premier abord, on se dit qu'on pourrait avoir beaucoup de raisons de désespérer. Et d'une part, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout désespéré, et en y réfléchissant un peu, je pense qu'on a des pistes aussi pour comprendre pourquoi. Et donc, ce qui me semblait important de relever, c'est que d'abord, l'adolescence incarne l'ambivalence de l'espoir, ambivalence qui est déjà présente dans le mythe de Pandore, dans sa capacité à être une période d'élan et de création, et tout autant un moment d'incertitude et de fragilité. Ce mouvement constant de réorganisation psychique qu'on observe à l'adolescence crée des opportunités de réinvention pour les adolescents, bien sûr, mais aussi pour les soignants que nous sommes. L'identification aux adolescents que nous accompagnons joue un rôle important dans notre élan à repenser le système de soins. Peut-être si on a un cerveau optimiste. Une identification à leur rébellion, leur refus de se conformer à des cadres rigides, mais aussi le travail de séparation-individuation qui est décrit chez les adolescents et qui peut s'appliquer aux soignants qui doivent souvent se détacher des modèles traditionnels pour inventer de nouvelles approches. La créativité des soignants se manifeste dans leur capacité à remettre en cause des routines thérapeutiques parfois dépassées pour adopter des approches plus centrées sur le patient. On s'identifie aussi à leur énergie, leur vitalité. Nous sommes comme portés par l'espoir adolescent. L'espoir qui n'est jamais une simple rêverie, mais le désir de l'incertain. Un moteur qui pousse à transformer le présent pour accéder à des possibles encore inexplorés. Cette identification aux adolescents joue probablement un rôle essentiel pour nous, car nous pouvons remarquer que les soins proposés aux enfants ont beaucoup moins vite évolué ces dernières années que ceux proposés aux adolescents, en réponse à la crise, en particulier après la pandémie de Covid. La sublimation est également centrale pour comprendre la créativité des soignants. Travailler avec des adolescents en détresse implique de rencontrer des affects puissants, désespoir, colère, impuissance. Les soignants, à travers la sublimation, transforment ces affects en énergie pour créer de nouvelles pratiques. Mais il ne faut pas que nous oublions notre place d'adultes pour répondre aux crises et prendre en compte les exigences du principe de réalité. La multiplication des passages à l'acte des adolescents depuis l'épidémie du Covid nous a mis à mal. L'augmentation majeure des urgences psychiatriques, largement documentée, n'a pu être absorbée par les systèmes de soins déjà saturés. En particulier, les hospitalisations sont devenues de plus en plus difficiles à assurer, proposer. Et c'est vrai que c'était plutôt le modèle avec lequel on avait grandi. Déjà sidérés par la pandémie elle-même, nous aurions pu désespérer ou au contraire attendre passivement que la situation s'améliore, espérer un miracle comme des moyens, des recrutements, un apaisement de la crise. C'est au contraire en consentant à la réalité, véritable moteur de l'action selon Camus, que des pédopsychiatres comme le docteur Sabat ont fait émerger les nouvelles propositions de soins. Et je dois ajouter qu'Isabelle Sabat, ici présente, a beaucoup participé, pour moi, à cet optimisme. C'est au contraire en consentant à la réalité, véritable moteur... Pardon, ça j'ai déjà dit. Je suis émue de parler, Isabelle. Comme le docteur Sabat, on fait émerger les nouvelles propositions de soins. En effet, l'abandon d'une illusion d'un retour à une situation passée a favorisé une action résolue où chaque acteur devient responsable de la transformation. Renoncer à espérer des moyens idéaux pousse à innover avec les ressources disponibles, stimulant la créativité dans l'organisation des soins. Pour pouvoir consentir à la réalité sans céder au désespoir, nous avons besoin d'une lueur dans l'obscurité. Cette lueur est pour moi d'abord la capacité des adolescents eux-mêmes à s'adapter. Malgré les crises qui marquent notre époque, pandémie, troubles sociaux, désertification médicale, les adolescents démontrent une capacité étonnante à rebondir et à créer des espaces de changement. Ils s'adaptent aux nouvelles réalités,
apprenant à tirer parti des outils numériques et à naviguer dans des environnements instables. Les adolescents sont aussi à l'avant-garde de la déstigmatisation de la souffrance psychique, osant parler ouvertement de leur souffrance et demandant un soutien adapté. En s'opposant aux rigidités institutionnelles, ils deviennent des acteurs du changement. C'est aussi l'engagement des jeunes soignants, leur capacité à critiquer de manière constructive les organisations et à prendre des initiatives, même dans des contextes institutionnels parfois rigides. Les internes et jeunes pédopsychiatres, notamment, ne se laissent pas impressionner par les hiérarchies figées. Ils veulent comprendre le sens de leur travail et s'y investir pleinement. Cela se manifeste par leur refus de se conformer à des normes qui ne leur semblent pas justifiées, ainsi que par leur capacité à dénoncer les dérives que l'on observe parfois dans le milieu hospitalier. Ils encouragent ainsi les institutions à évoluer et à créer des environnements de travail plus respectueux et éthiques. Dans une période où tout s'accélère avec l'apparition de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, ils nous aident à nous adapter, pour peu qu'on veuille bien les écouter. Cette attitude proactive pousse l'ensemble des professionnels de santé à se réinventer. Il est donc essentiel pour nous, praticiens plus confirmés, de prendre le temps de les rencontrer, d'échanger. C'est un véritable remède au désespoir. C'est enfin la solidarité entre les services. Quand j'ai commencé à exercer en pédopsychiatrie, tout le monde se repassait la patate chaude. Ce qui souligne d'ailleurs que la pédopsychiatrie souffre beaucoup de l'absence de sectorisation pour les hospitalisations. Aujourd'hui, des parcours de soins se dessinent, des collaborations se multiplient. Les secteurs les plus en crise, quand les soignants ne cèdent pas au désespoir, trouvent l'énergie de se renouveler dans une collaboration étroite avec des services moins en souffrance. Et Sylvie, je pense que j'ai quelques collègues à te proposer pour passer dans l'IRM. Enfin, je terminerai en disant que nos objectifs doivent rester raisonnables. D'une part, car il est plus facile de consentir à la réalité que nous rencontrons quotidiennement et sur laquelle nous pouvons agir, que de consentir à la réalité sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Nous pouvons agir à l'échelle d'un territoire, d'un réseau, d'une catégorie de patients. Des ambitions démesurées nous feraient prendre le risque de céder à un idéal tyrannique, un idéal aux exigences impossibles à satisfaire qui nous vouerait à l'autodestruction. D'autre part, car ces transformations sont coûteuses pour les soignants. Les soignants doivent continuellement inventer des environnements sécurisants pour les jeunes patients, même dans des contextes institutionnels précaires ou face à des situations de crise. Tout comme les adolescents utilisent des objets transitionnels, les soignants mobilisent des ressources culturelles, personnelles et institutionnelles pour maintenir leur engagement et leur créativité. La résilience des soignants se traduit par leur capacité à trouver des solutions inédites, même dans des conditions adverses. Mais cette alliance des contraires, entre maintien du cadre et changement constant des pratiques, exige beaucoup de sécurité interne des professionnels. Sécurité interne qui avait été très ébranlée par le vacillement des institutions au moment du confinement. Heureusement, la mise en évidence de l'efficacité des soins ambulatoires, en suicidologie notamment, et l'organisation d'un parcours de soins cohérent permettent de donner du sens aux transformations et instaurent une confiance collective dans la capacité à relever les défis. Et j'y vois un certain cercle vertueux, car comme un muscle qu'on entraîne, le développement de cette sécurité interne a un impact direct sur la prise en charge des adolescents qui viennent questionner le plus souvent la relation avec beaucoup d'ambivalence. Pour conclure, les adolescents, par leur résilience, leur créativité et leur quête de sens, forcent les soignants à innover et à transformer les crises en opportunités. En les écoutant et en apprenant d'eux, nous trouvons non seulement des solutions pour aujourd'hui, mais aussi une inspiration pour bâtir des systèmes de soins plus humains et adaptés. L'avenir de la pédopsychiatrie se dessine dans cet espoir partagé, mais aussi dans notre capacité à renoncer à l'espoir, comme un mouvement de balancier qui conduit à agir et qui invite chacun d'entre nous à prendre part activement à la transformation de la discipline. Merci de votre attention.